Bonjour Bernadette, Flamboyée. Comment allez-vous, Jérémy? Très bien. Très bien. Mais oui, Païté, j'adore. Quelle Bernadette êtes-vous, Bernadette? Eh bien, aujourd'hui, je suis Bernadette futuriste. Futuriste? Futuriste. D'où les paillettes. Voilà, figurez-vous que je n'ai pas du tout l'habitude de lire de la science-fiction. Et on m'a parlé de cet auteur qui s'appelle Octavia E. Butler. Et elle m'avait l'air tellement intéressante que j'ai voulu lire ses ouvrages. Et j'ai plongé dedans, les deux pieds joints, les mains devant. Et j'ai vogué au fil de son récit. Donc, son auteur, donc Octavia, elle est décédée malheureusement assez trop tôt. Mais c'est une afroféministe. Aujourd'hui, on dirait qu'elle fait du wokisme. C'est une histoire, donc science-fiction, qui raconte l'histoire de Lilith, qui va être endormie pendant plusieurs siècles et qui va se réveiller après plusieurs siècles dans une pièce toute blanche. Elle se demande où elle est. Et en fait, des créatures vont venir la chercher et vont lui expliquer que la Terre, il y a de cela des siècles, était en train de mourir et que leur peuple a sauvé les derniers êtres humains vivants, mais que la Terre était trop hostile et plus habitable, donc ils les ont pris sur leur planète à elle, qui en fait est un vaisseau. Et donc ils vont apprendre à cohabiter, ils vont former certains humains pour pouvoir retourner sur la Terre après et réappréhender la planète qui est en train de renaître, mais qui n'est plus la même qu'avant. Et donc, c'est trop marrant parce que c'est un roman qui est futuriste, mais qui parle bien de certaines hiérarchies qu'il peut y avoir dans notre société aujourd'hui, d'appréhender la différence, le vivre ensemble, les appréhensions, les préjugés, etc. Et comment une société fonctionne et marche ensemble, quoi. Bon, après, la sauvegarde de la planète a un prix, tout n'est pas rose, mais c'est franchement très intéressant comme roman, et ça s'appelle L'Aube. Ça a l'air fascinant. Ben, ça l'est. Vous n'auriez pas un petit extrait? Bien sûr. Ah, je m'en attendais pas moi. Elle n'avait pas envie d'aller lui prendre un autre bol des mains comme des marguerites, la paume au centre et plein de doigts autour. Au moins, les doigts n'étaient pas des tentacules, ils comportaient des os. Et il n'avait que 2 mains et 2 pieds. Il aurait pu être bien plus laid que ça, bien moins humain. Et pourquoi n'arrivait-elle pas à l'accepter? La seule chose qu'il lui demandait, c'était de ne pas paniquer à sa vue ou à la vue de ses semblables. Pourquoi n'y arrivait-elle pas? Elle tenta de s'imaginer entourée de créatures qui lui ressemblaient et fut submergée par la panique, comme si elle avait développé une phobie soudaine encore jamais ressentie auparavant. En revanche, elle avait déjà entendu d'autres personnes décrire le sentiment qui l'habitait. Une véritable xénophobie. Et apparemment, elle n'était pas la seule à en souffrir. Elle soupira, s'aperçut qu'en plus d'avoir faim, elle tombait de fatigue. Elle se passa la main sur le visage. Si c'était ça, les phobies, il fallait s'en débarrasser aussi vite que possible. Elle regarda Jdaïa. « Comment s'appelle votre peuple? Parlez-moi d'eux. »« Nous sommes des Wankali. »« Wankali » On dirait un nom tiré d'une langue terrestre. C'est possible, mais il a une autre signification. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre langue? Plusieurs choses. Troqueur, par exemple. Vous faites du troc? Oui. Le troc de quoi? De nous-mêmes. Vous voulez dire des esclaves? Non, nous n'avons jamais fait cela. Mais alors quoi? Le troc de nous-mêmes. Je comprends pas. Il se tut, semblant s'envelopper de silence et s'y installer. Elle savait qu'il ne lui répondrait pas. « Mais vous paraissez tellement humain, parfois, soupira-t-elle. Si je ne vous regardais pas, je vous prendrais pour un homme. Vous m'avez pris pour un homme, au début. » Voilà, Bernadette. Je suis intriguée. Eh bien, je vous prêterai mon ouvrage. Mais d'abord, parlez-moi du vôtre. Quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, figurez-vous, ma chère Bernadette, que ça rentre parfaitement en résonance. C'est vrai? Mais oui, enfin, plutôt l'histoire que la Bernadette que je suis. D'accord. Parce qu'en fait, je suis Bernadette One Woman Show. One Woman Show? One Woman Show, Bernadette. Là. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Anna Gatsby. Ah oui. Donc Anna Gatsby, on la connaît surtout évidemment pour ses spectacles, ses One Woman Show, et notamment Nanette, qui l'a vraiment propulsée à un succès international. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle de quoi, Nanette? Alors Nanette, donc c'est un spectacle que vous pouvez même voir en rediffusion sur Netflix, et c'est un One Woman Show qui déconstruit en fait la notion d'humour, notamment pour toutes les personnes qui ont déjà subi des discriminations, des oppressions, et donc qui ont une estime d'elles-mêmes
qui devient vraiment très faible et qui utilise l'humour pour se faire accepter. Okay. Et finalement, l'amour, petit lapsus, se retourne un peu contre la personne et ça devient carrément de la self-depreciation, comme elle dit. J'ai aucun accent anglais, je suis désolée. Plutôt que réellement de l'humour, quoi. Et donc ici, voilà. C'est un livre Et Nanette, c'est aussi une dénonciation des violences sexuelles, des violences faites aux femmes, et notamment à travers l'histoire de l'art. Et donc ici, dans ce livre, on va suivre en fait la vie d'Anna Gatsby. Anna Gatsby est une femme qui a grandi à un endroit où l'homosexualité était encore illégale jusque dans les années 90. Et donc très tard, elle est lesbienne, elle est neuroatypique. À l'époque, il n'y avait pas non plus de diagnostic de cela. Donc elle a grandi dans un environnement évidemment qui n'était pas très rassurant et où elle n'avait pas beaucoup de place pour exister. Aujourd'hui, elle a trouvé en tout cas sa place sur scène. Elle est vraiment connue et reconnue. Et on découvre vraiment tout ce qui l'a amené au One Woman Show, de l'enfance à aujourd'hui, au succès international de Nanette. C'est à la fois assez dur, puisqu'elle a vécu beaucoup de choses difficiles, mais en même temps, c'est aussi un très très beau parcours de vie. Et je pense que ça peut être un grand soutien pour de nombreuses personnes qui se sentent parfois aussi en décalage, qui ne comprennent pas toujours leur fonctionnement. Elle explique aussi comment ça l'a aidé d'avoir un vrai diagnostic sur son fonctionnement, même si elle a fui longtemps la possibilité d'avoir un diagnostic parce que ça lui faisait peur, et qu'en fait ça l'a aidé à mieux se comprendre, et qu'évidemment on ne se limite pas à ça, mais que ça nous donne des clés. Et voilà, et donc c'est vraiment un très beau parcours. Elle a fait plusieurs spectacles aujourd'hui, on peut tous les voir sur Netflix, enfin en tout cas les grands, ceux qui sont plus connus, et ça vaut vraiment le détour, et tout ce qu'elle dit de l'histoire de l'art est vraiment absolument renversant. Eh bien, grande description, petit extrait, Bernadette. Vous pouvez toujours me couper, ma chère Bernadette. Mais je vous invite tout de même à écouter ce qu'elle dit sur Picasso. C'est intéressant. Ah ouais, je me note, Bernadette, je me note. Durant mes premières années de scène, je restais immobile derrière le micro, les deux pieds plantés dans le sol, le corps raide. Avec les années, j'ai appris à moduler ma voix, comme une sorte d'évolution organique, pas une correction forcée. J'ai passé des heures sur scène à tester tous les moyens d'arracher des rires au public. J'ai également regardé des heures de spectacle d'autres comiques en faire autant. Impossible d'ignorer la réalité. Le pouvoir d'une blague ne tient pas à son écriture. Ce qui joue, c'est la manière dont la voix s'enroule autour de la blague. Une fois que j'avais compris comment animer ma voix, comment circuler sur scène, je devins une bien meilleure comique. La corrélation était indéniable. Les gens riaient plus longtemps et plus fort. J'ai appris à relier les rires les uns aux autres. J'ai appris à générer un élan sur 1 heure de spectacle, en variant le rythme et la rapidité de mon débit. J'ai appris à ponctuer le silence d'un froncement de sourcils, à imprégner une pause d'un soupir bien senti, à étirer indéfiniment une chute juste en me taisant. Et c'est ainsi que j'ai appris à jouer avec le public comme avec un violon. J'étais ce qu'on appelle une comique dominée. J'écrivais mes blagues et les délivrais au public en leur signifiant clairement que je ne valais pas mieux qu'eux. Quand c'est mis au service de l'humour, on appelle ça de l'autodérision. Mais dans l'immensité de ce monde cruel, on appelle ça « Je ne suis pas une menace, je vous en prie, ne me frappez pas ». Je n'ai pas décidé de me comporter ainsi sur scène. Ce personnage est juste une extension naturelle de moi-même et de celle que j'avais besoin d'être pour survivre, sur scène et hors de scène. Et pourtant, je n'avais pas l'impression de disposer de l'espace nécessaire pour pouvoir boucler la boucle et m'aventurer dans une expansion personnelle sur scène. C'est-à-dire me placer au-dessus de la position dans laquelle je me trouvais à mes débuts. Un public, c'est comme une petite ville. Essayez de devenir quelqu'un d'autre que la personne qu'ils ont compris que vous étiez et vous risquez de vous exposer à une résistance hostile et à un rejet massif. Ainsi avais-je l'impression, chaque année qui passait, de perdre un peu de mon authenticité. Et l'authenticité est l'ingrédient secret de l'efficacité comique. Voilà, un petit extrait pour vous donner un petit peu le ton. Eh bien, ça m'a l'air fort intriguant aussi, Bernadette. Un petit échange, mon ami. Voilà, allons explorer tous les possibles. Tous les possibles, dans le futur, dans le présent. C'est ça. Je m'en vais avec Octavia. Au revoir. Allez, au revoir Bernadette.